Le harcèlement scolaire peut détruire nos enfants et nos vies. Briser le silence, c'est les protéger. Agissons avant qu'il soit trop tard. Je me souviens de tout. Je me souviens de tout. Je m'appelle Guillaume, j'ai 17 ans. J'avais si hâte d'étudier dans ce nouveau lycée, mais voyez par vous-même, je suis dans le coma et je ne sais même pas si je vais m'en sortir. Le harcèlement scolaire peut détruire nos enfants et nos vies. Briser le silence, c'est les protéger. Agissons avant qu'il soit trop tard. Notre 9e et dernière table ronde de la matinée a pour thème les violences en milieu scolaire et la violence en groupe. Comme disent nos amis canadiens, en gang. Les combats, insultes, harcèlements, raquettes entre élèves se banalisent et ont des impacts psychologiques importants sur les enfants victimes. La violence s'exprime aussi tant aux abords des établissements scolaires que dans les quartiers, avec la recrudescence de violences en groupe. La paupérisation d'un grand nombre de familles ou le désengagement des parents, laissant à l'institution scolaire la mission d'éduquer les enfants, sont des facteurs communément avancés. De nombreuses questions se profilent. Nous allons donc en parler avec nos invités. Monsieur Thierry Delmas, responsable de la vie des écoles et des établissements au sein de la Direction générale de l'éducation et des enseignements. Madame Paloma Poroy, lieutenant DSP. Monsieur Tepuanui Snow, président de la Fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement public et aussi représentant au CESC. Madame Mata Ganahoa, directrice jeunesse, sport, cohésion sociale, politique de la ville à la mairie de Papeete. Et monsieur Sylvain Powels, Union polynésienne de la jeunesse, UPJ. Merci beaucoup. Bon, alors on m'a dit de commencer, je commence. On va essayer d'être court pour que justement on puisse avoir un débat et des échanges d'idées. Donc comme il a pu être dit, je suis directeur du département de la vie des écoles et des établissements scolaires à la DG2E, donc au ministère de l'Éducation, ministère en charge de l'éducation en Polynésie française. Et je suis l'interlocuteur à la fois des 36 établissements du second degré et des partenaires. Je suis un peu le référent PAPA, pour ceux qui savent. Hein, le PAPA, c'est le problème. Donc généralement, on m'appelle comme ça le référent PAPA. C'est-à-dire quand il y a un problème dans un établissement, généralement, ça arrive sur mon vini. Voilà. Donc on va pas nier la difficulté dans laquelle on est depuis un certain nombre d'années en Polynésie. Il y a de la violence. C'est banal de dire ça, mais c'est pas si ancien que ça, de se dire entre nous qu'il y a de la violence, et qu'il y a de la violence à l'école. La problématique du climat scolaire a été très longtemps, sinon cachée, en tout cas mis sous un couvercle. Et le terme de climat scolaire est apparu assez tardivement, et finalement, ça fait 2-3 ans que le ministère de l'Éducation en Polynésie se penche sur la notion de climat scolaire et de violence scolaire. Voilà. Ça, c'est un premier point. Donc ça veut dire que si c'est un phénomène qui est nouveau en termes de prise de conscience, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une démarche, une triple démarche. C'est-à-dire, la première démarche, c'est de travailler sur qu'est-ce que c'est que le sentiment d'insécurité, se sentir en danger dans un établissement scolaire. Ça, c'est la première démarche. Ça veut dire qu'il faut que l'on puisse, et c'est prévu cette année, de faire une enquête de victimation multiple dans les établissements scolaires, puisque la violence,
subir de la violence, il peut y avoir des faits, des actes, ceux-là on les repère assez vite, mais derrière il y a aussi un sentiment de sécurité ou d'insécurité. Et celui-là, on ne l'a pas du tout mesuré depuis un certain nombre d'années. On ne l'a jamais mesuré d'ailleurs. Donc on est en train de travailler, et c'est d'ailleurs un des indicateurs qui sera introduit dans le tableau de bord des établissements scolaires, c'est la victimation multiple des élèves. Le deuxième élément, c'est caractériser, quantifier cette violence. J'en ai un petit peu parlé lundi matin. On a mis en place effectivement une interface de saisie des incidents pour qu'on ait une vision de la réalité des incidents dans les établissements scolaires, avec différents niveaux, avec différents champs. Et on est en train... Alors, cette interface, elle est très récente, puisqu'elle a été mise en place en février 2016, et qu'on a mis en place un observatoire qui va se réunir en janvier 2017 pour avoir une première analyse de cette quantification et de cette caractérisation des actes de violence dans les établissements scolaires. Si vous voulez, on est dans ce qu'on a pu vivre il y a une dizaine d'années, même une quinzaine d'années dans les établissements scolaires de métropole, c'est pas de vagues. Moins il y a de vagues dans l'établissement scolaire, plus l'établissement scolaire a une bonne image, donc moins il y a de soucis. Donc on est en train d'essayer de changer cette vision-là et de dire faisons un état des lieux. Et le troisième point, c'est aussi évaluer la situation de l'élève. Donc, il y a une enquête qui a été mise en place, une enquête qui a été validée par l'OMS et qui a été passée l'année dernière dans un échantillon qui a été validé par l'OMS sur la situation mentale, entre guillemets, des élèves avec des champs de questionnement. Et les premiers résultats sont en train d'arriver, vont commencer à être présentés dans 15 jours au séminaire des infirmières de l'éducation et des infirmières de la santé, du ministère de la Santé, pour justement y voir un peu plus clair sur l'état, entre guillemets, de nos élèves, la situation de nos élèves en Polynésie française. Donc, ne plus nier la réalité des faits, essayer de l'évaluer, de le quantifier, de les caractériser et évidemment d'essayer de trouver des pistes d'action. Le deuxième point sur lequel je voulais venir, c'est qu'il faut faire attention, mais Marie-Françoise Brugiroux l'a dit et les intervenants aussi, que ces actes de violence, ce ne sont que des révélateurs d'une situation difficile dans les établissements scolaires, surtout en Polynésie française. L'introduction de l'atelier l'a souligné, on est dans une situation de paupérisation de la population. On le voit, nous, dans l'éducation, puisqu'on a doublé les fonds sociaux en direction des familles. On a une augmentation forte, puisque c'est moi qui gère ces statistiques-là, une augmentation forte des signalements des élèves. Donc on a une situation sociale, économique, une paupérisation de la famille, qui est une réalité. Et ces actes de violence qu'on vit dans les établissements scolaires en sont un révélateur. Il ne faut pas tout confondre. Mme Brugiroux disait tout à l'heure que le problème, je crois que c'est pas Mme Brugiroux, c'est un des intervenants, le problème, c'est l'acte de violence, évidemment. Celui-là, il faut le traiter. Sauf qu'il faut aussi réfléchir pourquoi il y a ces actes de violence. Et on n'en est pas tout à fait encore là sur cette réflexion. Donc on a essayé de dégager des pistes. J'essaie de revenir assez rapidement sur les pistes qu'on a pu dégager. D'abord, essayer de travailler sur la démocratie dans les établissements scolaires. On a fait des assises de la jeunesse. Ce qui est ressorti des assises de la jeunesse, c'est que nous avons des jeunes qui ont des choses à proposer, sauf que clairement, on ne leur donne pas la parole. Alors c'est vrai à l'école, c'est vrai aussi dans la société, je pense, mais ça c'est... peut-être que tu en parleras, mais dans l'école, on n'a pas fait évoluer le fonctionnement des représentations des élèves, donc il faut leur donner la parole pour qu'ils puissent aussi proposer des actions de lutte contre le désœuvrement, des solutions, des dispositifs qui soient adaptés à leurs besoins. La deuxième piste, c'est, et on en a parlé, mais on y tient beaucoup avec les partenaires, c'est d'avoir une politique de prévention coordonnée. C'est revenu tout à l'heure, hein, c'est revenu au premier atelier. Finalement,
pour être un peu direct, et ça ne remet pas du tout en cause l'extraordinaire dynamisme des partenaires de la prévention sur ce territoire, plus d'ailleurs qu'en métropole, clairement, entre la BPDJ, le CCSAT, je vais en oublier bien sûr, j'aurais pas dû commencer l'énumération, mais voilà, il y a un véritable dynamisme. Sauf que c'est un millefeuille. C'est-à-dire qu'on est dans une accumulation de programmes de prévention qu'on superpose et qui ne sont pas coordonnés. Donc ça ne remet pas en cause le dynamisme et la compétence des personnes, ça remet en cause l'institution, donc l'institution dans laquelle je travaille, sur notre capacité à coordonner cette politique. Donc de décloisonner, ça a été dit. Donc on a mis en place les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté depuis décembre 2015. Là encore, c'est quelque chose qui existe, c'est une existence très, très récente, avec l'objectif pour ces CESC, alors je rappelle que ces comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté, elles sont multipartenariales, c'est-à-dire qu'il y a des personnels, il y a des élèves, il y a des parents, il y a des partenaires extérieurs. Ce CESC, qui est maintenant obligatoire dans chaque établissement, est chargé de déterminer une politique de prévention coordonnée pour éviter ce millefeuille de prévention qui existe. Et l'idée, c'est d'avoir un parcours santé-citoyenneté de l'élève, de la 6e au baccalauréat, pour qu'on ait une cohérence de ces actions, que ça ne soit pas non plus des fois de l'acharnement éducatif, et surtout que ces lieux de CSC, que ces CESC soient le lieu d'échange entre les partenaires. Voilà. Alors, je ne vais pas vous dire que ça va changer comme ça, puisque en métropole, quand on a mis ça en place, il y a 15 ans, même plus, 20 ans je crois, c'était les comités d'environnement social. On a mis 15 à 20 ans pour que les mentalités, que les pratiques professionnelles évoluent. Et les partenaires savent que l'éducation nationale, ou les établissements scolaires, c'est quand même un endroit un peu particulier. Voilà, c'est compliqué de travailler. J'ai été chef d'établissement, j'étais conseiller principal d'éducation. Je suis désormais dans l'institution pour essayer d'avoir une vision globale. On sait que c'est difficile d'entrer dans les établissements scolaires. Donc ça va prendre un peu de temps. Mais cette politique coordonnée pour avoir un parcours santé-citoyenneté de l'élève est incontournable. Elle est incontournable, ça prendra du temps, mais je sais qu'en Polynésie, les choses peuvent s'accélérer très rapidement, enfin peuvent s'accélérer pour le coup, peuvent s'accélérer s'il y a une prise de conscience des établissements scolaires, d'où la volonté du ministère de l'Éducation de porter cette parole dans les différents séminaires de personnel d'encadrement, dans les assises de la jeunesse, etc. etc. Autre élément, c'est d'être aussi en capacité d'innover ou même de se décentrer par rapport aux difficultés qu'on rencontre. C'est-à-dire qu'on a souvent des schémas très préétablis et on doit pouvoir avoir cette capacité d'innover ou de décentrer notre regard. Je prends l'exemple du collège de Farah qui était en prise à des phénomènes de violence et un climat scolaire extrêmement dégradé l'année dernière. Et on ne savait pas trop par quelle boule prendre. Donc on s'est réunis avec le chef d'établissement, les enseignants, etc. Et finalement, on a pris une décision qui, d'un point de vue éducatif, pourrait paraître totalement aberrante. On a décidé de scinder le collège en deux pour justement avoir des espaces qui soient des espaces mieux surveillés, mais surtout de développer des espaces de vie. D'un côté les 6e, 5e, de l'autre côté les 4e, 3e. Alors je vous avoue, quand on a proposé ça, on nous a regardé de manière un peu curieuse, ça va à l'encontre de toute la philosophie, de toutes les valeurs qu'on peut avoir en termes d'éducation. Il n'empêche qu'après 3 mois de fonctionnement, on a retrouvé un fonctionnement normal d'un établissement scolaire, une pacification des relations adultes-élèves, et pour le coup, la mission première qu'est l'enseignement a retrouvé sa place dans l'établissement scolaire. C'est cet exemple pour simplement dire qu'il faut éviter d'être dans un carcan pensée et de pouvoir à un moment donné se décentrer et d'innover, si tant est qu'une partition soit une innovation, mais en tout cas de décentrer notre regard et de trouver des solutions qui peuvent être atypiques, mais qui a le mérite de coller à la réalité. Voilà. Et il est vrai que le CESC, c'est aussi ça. C'est d'être capable
de sortir des programmes nationaux de prévention qu'on plaque dans tous les établissements et de partir de ce dont ont besoin les élèves dans l'établissement scolaire. C'est le retour à la base, c'est-à-dire on part d'un diagnostic des difficultés rencontrées dans l'établissement scolaire, on construit une politique de prévention à partir de ça. Il est évident que les besoins d'un établissement de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques et d'un collège de Haut au beau milieu des Tuamotu ces besoins ne sont pas du tout les mêmes. Donc il faut qu'on puisse redonner la parole aux établissements scolaires pour qu'ils construisent eux-mêmes leur politique de prévention et qu'ils puissent du coup faire appel à des partenaires de prévention, des associations qui du coup, elles, vont être aussi obligées de modifier aussi leurs interventions et de les adapter aux besoins des établissements scolaires. Autre piste, c'est bien sûr un travail interinstitutionnel. Depuis l'année dernière, il y a désormais un référent justice et un référent éducation, référent justice au ministère de l'Éducation en Polynésie. C'est moi et référent éducation au tribunal, c'est monsieur Martial. Martial, c'est son prénom, son nom de famille, je ne me rappelle plus. Il y avait quelqu'un qui va me le dire, non? Bon, Martial. Donc on communique régulièrement. Alors on est très encadré en termes d'informations qu'on doit s'échanger, mais on a bien senti qu'en un an et demi, on avait modifié d'abord nos pratiques, mais aussi on avait pu sur certaines affaires et sur certaines situations problèmes avancer beaucoup plus vite. Et surtout avancer de manière coordonnée, toujours dans le respect des secrets professionnels. Je sais que ça a été un thème d'hier. Voilà ce que je voulais dire sur les pistes. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Et puis je pense que c'est important qu'on ait des échanges. Alors, ce qui ressort quand même des 2 jours, j'étais à la conférence hier, c'est que, encore une fois, et c'est normal, l'école doit tout faire, peut tout faire, et en même temps, elle est responsable de tout. Donc c'est une des difficultés. Je suis bien placé parce que je suis en relation avec la presse, je suis en relation avec les parents d'élèves, et je suis sûr qu'il va en parler. À la fois, elle peut tout, elle doit tout, parce que c'est vrai qu'on doit miser sur l'école. Et finalement, quand ça marche pas, c'est de toute façon de sa faute. Donc ça, il faut effectivement faire évoluer cette représentation. Il y a un livre de Dubé, c'est École Famille, le malentendu, c'était des contributions de différents sociologues très intéressants qui montraient que justement l'établissement, ce n'est qu'un espace dérogatoire de l'espace social. Que l'école, c'est pas un sanctuaire. En tout cas, ceux qui ont voulu en faire un sanctuaire ont très vite compris que c'était pas possible. Donc c'est bien un espace dérogatoire de l'espace social, c'est-à-dire ce qui se passe dans la société, finalement, ça se passe dans l'école. Et donc, c'est sur cette dimension-là qu'il faut travailler, c'est-à-dire sur notre capacité à rendre davantage nos élèves acteurs, alors bien sûr acteurs de leur scolarité, mais aussi acteurs de la prévention. Et l'expérience de la mallette pédagogique qui a été présentée lundi le montre bien. On a changé le vecteur de communication. On n'est plus dans une information et une prévention descendante. On est dans une prévention où l'élève doit être acteur de sa propre prévention. Et ça, les partenaires le savent, et je développe cette idée depuis 2 ans, c'est on doit changer nos vecteurs de communication en termes de prévention. Certaines associations, certains partenaires commencent à le faire, mais on doit pouvoir les rendre acteurs. Plus on les infantilisera, plus on les déresponsabilisera, plus on aura des difficultés dans les établissements scolaires. On est face à des jeunes qui sont dans l'immédiateté, on est face à des jeunes qui sont totalement intolérants à la frustration, enfin totalement, j'exagère, mais il y a une intolérance à la frustration des jeunes qui est vraiment flagrante. Plus on les rendra acteurs, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment mon leitmotiv, c'est pour ça qu'on est en train de modifier les textes qui régissent les établissements scolaires en termes de représentation des élèves, plus on les rendra acteurs, plus on arrivera à trouver des solutions pour lutter contre ces actes de violence. Alors, il y a plein d'autres solutions qu'on essaye de développer, la médiation par les pairs, etc. Enfin, il y a plein d'actions différentes. Ce qu'on essaie, c'est de rendre ces actions coordonnées à travers le CESC. Voilà, j'en ai fini.
Alors bonjour, je suis Paloma Poré, je travaille à la DSP. Je suis en charge de la brigade de protection de la famille et je vais vous parler ici donc, des moyens dont dispose la DSP en matière de violence en milieu scolaire. Donc, je vais évoquer ici le volet préventif de nos missions. Donc, nous disposons à la DSP d'une cellule composée de 3 PIMS, comme l'a évoqué premièrement mon collègue Arsène. Donc, PIMS, policiers intervenant au milieu scolaire. Donc, leur travail consiste à se rendre dans les établissements à la demande des directeurs. Ils vont élaborer avec eux un planning tout au long de l'année pour évoquer auprès des élèves donc, 3 grands sujets de prévention qui sont donc la violence, les vols et les rackets. Alors, ce sont des programmes d'intervention qui s'adressent principalement aux classes qui vont de la 6e à la 3e. Et quelquefois, ils interviennent auprès des classes aussi de seconde. Ces policiers vont tenir auprès des jeunes donc un rôle de conseil, d'écoute et aussi vont les aider donc à mieux les orienter auprès des différents intervenants, donc partenaires, travailleurs sociaux, pour répondre un peu aux grandes interrogations. Et si toutefois ces jeunes ont besoin de parler du souci qu'ils rencontrent au sein de leur famille ou si ils ont été victimes de quelconque infraction, on les invite donc à se rendre au poste de police pour les aider dans leur démarche sur le plan judiciaire avec bien sûr leurs parents. Alors ces policiers en plus de leur intervention donc, dans ces établissements, vont à côté de ça ouvrir des points d'écoute, comme l'a évoqué également mon collègue. Donc dans 2 principaux établissements, le lycée Paul Gauguin et le collège Taunois, donc à raison d'1 fois par mois, ils vont être à la disposition des élèves, même aussi du personnel de ces établissements pour répondre à leurs interrogations par rapport à la loi, par rapport à l'interdit, tout ce qui touche de près ces jeunes. Et en plus des cellules, donc des points d'écoute, ces policiers vont également, 1 fois par semaine, ça existe depuis à peu près 3 semaines maintenant, même pas encore 1 mois, 1 fois par semaine, participer à une émission radio sur une radio locale accessible aux jeunes qui vont pouvoir leur adresser tout genre de questions. Donc, c'est une émission radio qui dure à peu près 1 heure. Et à côté de ça, pour la DSP, pour lutter plus efficacement contre ces violences, essaye 1 fois par mois de mettre au point des opérations aux abords des établissements scolaires qu'on appelle des opérations de contrôle d'identité qui ont un but premier répressif, mais également qui ont une portée préventive, puisque ces opérations vont se dérouler au vu et au su du grand public, de ces jeunes. Donc, à l'issue de ces opérations, il n'est pas rare qu'on ramène au poste de police 2-3 cas d'infraction à la législation des stupéfiants. Je vais vous évoquer le constat qui est fait sur le terrain par ces policiers. Donc, ils constatent qu'il y a effectivement une très très forte banalisation de la violence. Et même que ces jeunes, par leur comportement, vont favoriser cette violence, ils vont totalement oublier d'avoir un comportement citoyen lorsqu'ils vont assister à des bagarres. Pourtant, c'est pas faute de leur demander d'appeler les secours ou de l'évoquer au sein de l'établissement. Et on remarque aussi que aujourd'hui, à l'école,
devient un terrain où on ne va pas hésiter à régler ses problèmes personnels. Et ça peut aller même sur les réseaux sociaux. Donc, oui, je voulais aussi dire que ce qui nous est rapporté, c'est aussi que les parents, les parents ont tendance également à se déresponsabiliser lorsque, par exemple, des cas de bagarre nous sont évoqués, lorsqu'on les ramène au poste de police. Il y a des parents qui n'hésitent pas à nous dire, à nous demander de les garder davantage parce qu'ils ne savent plus quoi faire avec eux. Et donc, pour finir, l'infraction principale qui touche par contre ces jeunes, c'est, hormis bien la violence, c'est plutôt aussi la consommation de stupéfiants et d'alcool qui est bien sûr un des facteurs d'origine de ces violences. Voilà un peu les moyens dont nous disposons, le constat qui est fait par ces policiers de terrain. Voilà, j'ai fini. Oui, bonjour à tous. C'est assez impressionnant de se retrouver devant une foule de professionnels. Vous êtes tous des acteurs de la petite enfance et de l'adolescence. Vous traitez dans votre quotidien des problématiques de violence et moi je viens en tant que parent d'élèves. Vous êtes tous parents, nous sommes tous parents. Alors je n'ai pas, je viens ici avec beaucoup d'humilité devant vous faire part de la position que nous avons au niveau de la fédération sur des problématiques comme celle-là et de vous dire aujourd'hui quel est le travail que font les associations de parents d'élèves au quotidien en partenariat avec l'éducation pour que nos enfants deviennent de meilleurs enfants. Ce n'est pas facile, on entendait à l'instant notre ami parler des parents d'élèves, parce que finalement c'est toujours les parents d'élèves et l'école qui sont fautifs. Il faut bien qu'il y ait des fautifs dans l'histoire, et généralement c'est l'école et les parents d'élèves. Alors en fait, les parents d'élèves que nous sommes et les associations que je représente, nous sommes certainement l'acteur de la communauté éducative les moins organisés de vous tous, les moins structurés, les moins en cohérence dans une action commune pour défendre un intérêt commun, le bien-être de nos enfants et qu'ils réussissent à l'école et puis aussi que l'on devienne de meilleurs parents. Parce que, en fait, les parents, ils ne sont associés, comme le disait Thierry à l'instant, à cette démarche de prévention, de trouver des solutions que très récemment. Les associations de parents d'élèves ont été créées en 1905. Je vais vous dire, en 1882, le rôle du parent d'élève a commencé à rentrer dans la loi en 1882, où en fait l'obligation de l'école rentrait, et c'est à ce moment-là que le parent est rentré dans la Constitution. Sinon, le parent, il n'existait pas. À l'époque de Jules Ferry, le parent n'existait pas. Seule l'école éduquait. Après, l'évolution s'est faite tout doucement, avec en 1905 la création de la première association de parents d'élèves. En 1929, on voit apparaître en métropole les écoles des parents, qui finalement ont commencé à se démocratiser en 1952, et jusque finalement pour arriver à la dernière loi sur la refondation, où aujourd'hui le parent d'élève est l'acteur privilégié et le partenaire de l'éducation. On parle de coéducation et on favorise ce partenariat. Ce qui fait que, en fait, eh bien, du coup, avec l'éducation, nous travaillons aujourd'hui main dans la main. Et avec Thierry, on se retrouve très régulièrement maintenant à devoir à s'exprimer ensemble sur les problématiques qui concernent nos enfants, ce que l'on n'a peut-être jamais vu avant. À cet égard, je souhaite remercier la page de l'invitation parce que, eh bien, sur une problématique comme celle de la violence scolaire, le parent a évidemment un rôle à jouer.
Et ce rôle, il n'est pas facile, parce que pour un enfant, en fait, le parent d'un enfant victimisé, eh bien, il fait entièrement confiance au système, alors que le parent d'un enfant auteur de violence, il a une réaction qui est totalement différente. Et très rapidement, en fait, il se retrouve en confrontation avec l'institution, puisqu'on vient le faire passer pour un mauvais parent. Et on se retrouve dans une situation de conflit, finalement, où il n'y a plus de communication. L'école des parents, qui a été instituée en 1929 en France, a permis justement de rétablir progressivement cette communication et de faire en sorte à ce que le parent ne soit plus simplement un parent, mais qu'il devienne un parent d'élève. C'est créer ce trait d'union entre les parents et parents d'élèves, où le parent s'implique. Mais il ne s'implique plus seulement lors d'une buvette à l'école, mais il s'implique davantage dans le parcours de son enfant, dans ce que l'on appelle aujourd'hui la coéducation, c'est-à-dire le suivi, la poursuite des devoirs à la maison, s'impliquer davantage dans ce que fait l'enfant à l'école. Alors, ce n'est pas encore complètement rentré dans les mœurs, mais je ne suis pas sûr non plus qu'en voulant accuser le parent et en le pointant du doigt, ça soit la solution pour l'attirer vers cette coéducation. Alors, le tissu associatif, en fait, pour ce qui concerne le soutien à la parentalité, est certainement à l'origine de la majeure partie des actions qui sont mises en place. Parce que pour ce qui concerne la France, l'État, et pour ce qui concerne le pays, quasiment aucune action ne sont menées. Et pour ce qui concerne le financement, ce sont les communes qui participent à ces actions qui sont mises en place par le tissu associatif. Les associations de parents d'élèves sont là pour mettre en œuvre des actions visant à améliorer le bien-être de l'enfant à l'école, les coopératives pour ce qui concerne les actions pédagogiques. Il y a d'autres associations également, comme la Croix-Rouge, qui œuvrent beaucoup, qui font beaucoup de choses. Et malheureusement, force est de constater que nous sommes tous sur notre pirogue, mais des pirogues qui vont dans différents endroits et qui ne vont pas vers le même endroit ensemble. Alors, il y a eu une démarche engagée par le gouvernement récemment, dans le cadre des assises de la famille, qui a permis de réunir une partie des acteurs. Mais là encore, ce n'étaient pas tous les acteurs de la communauté éducative et qui tournent autour de la parentalité qui ont été invités. C'est dommage. Parce que finalement, enfin moi je suis bien placé aujourd'hui pour en parler, je vois aujourd'hui le travail que fait l'éducation, et alors Thierry, évidemment, ne va pas vanter ce que fait l'éducation, mais il y a tout un tas de dispositifs aujourd'hui qui sont mis en place par l'éducation pour favoriser ce partenariat, pour essayer d'impliquer davantage les parents. Et je veux parler là en particulier de l'accompagnement des REP+, des zones d'éducation prioritaire, où il y a un vrai travail qui est fait, mais on n'en parle pas. Il n'y a pas de mise en réseau de l'ensemble de ces informations, et même au niveau de l'éducation. Alors c'est dommage, parce que finalement on se retrouve avec une approche qui est davantage répressive, plutôt que d'être sous la forme d'un accompagnement des parents, où on ne vient pas forcément leur taper dessus pour leur dire qu'ils sont de mauvais parents, mais qu'on essaye de trouver des solutions avec eux pour faire avancer les choses et les rendre de meilleurs parents. Parce qu'en fait, on vient appliquer en Polynésie une méthodologie française, une façon de penser française, alors qu'en fait, on a un vrai problème culturel ici, une différence culturelle dans la perception de beaucoup de choses, et on le constate bien dans la perception de la violence, où le parent polynésien n'a pas du tout la même vision, la même compréhension de la fessée ou du coup de ceinture. Ça commence à changer tout doucement, mais aujourd'hui, si on vient aujourd'hui appliquer une loi qui vient répréhender ses parents et leur dire « tu as tort et tu vas aller en prison ou tu vas avoir une peine », est-ce que c'est forcément la meilleure manière de faire? Je crois que de toute manière, on n'est pas là pour débattre de ça, mais il faut également se poser la question qu'il y a un vrai problème culturel, je crois,
une approche culturelle qu'il faut avoir. Dans la manière de la famille, pour ce qui concerne la famille, on le voit bien. En France, il vient d'y avoir un haut conseil de la famille qui vient d'être créé pour justement traiter des problématiques de la famille et tout ce qui concerne la famille. Mais ça serait bien qu'on puisse voir ce type d'organes se mettre en place ici. Les écoles de la famille telles qu'elles sont en métropole pourraient tout à fait être également mises en œuvre ici, et c'est un sujet sur lequel nous avons déjà débattu avec le ministère pour que ça puisse se mettre en œuvre assez rapidement. Les CESC dont vient de parler Thierry Delmas sont des plateformes qui permettent, oui, puisqu'elles réunissent l'ensemble des acteurs, les parents entre autres, mais l'ensemble des acteurs qui tournent autour de l'enfant, de travailler ensemble et de trouver ensemble des solutions. Donc voilà ce que je souhaitais dire. Il me semble qu'il est nécessaire de changer la posture dans laquelle aujourd'hui on se trouve vis-à-vis des familles et des enfants, et qu'on ne mette plus finalement les parents à côté de l'action, mais comme les acteurs centraux du processus d'accompagnement de nos enfants. Voilà. Merci. Bonjour, Mata Ganahwa. Donc je me représente, je suis ici au titre de la ville de Papeete. Et donc je dirige un service qui s'occupe des aspects de la jeunesse, de l'emploi, des sports et de la cohésion sociale. Donc je suis ici pour parler d'une action que la ville de Papeete a lancée en 2007. Et pas toute seule, hein, parce que les autres communes également de l'agglomération de Papeete ont également engagé des opérations qu'on a appelées des projets éducatifs locaux, donc des PEL. Et donc nous avons lancé cette initiative en 2007 parce qu'à l'époque on avait également des conditions requises pour pouvoir engager ce type d'opération. Le projet éducatif local, c'est d'abord une volonté. C'est une volonté des autorités. Donc, pour ma part, c'était une volonté de l'équipe municipale de trouver des solutions aux côtés des écoles et des collèges de la commune, des solutions pour pouvoir apporter un plus au niveau de la réussite éducative, parce qu'on parle de réussite éducative et non pas simplement de réussite scolaire. Donc, trouver des solutions pour pouvoir accompagner, être aux côtés de l'école, pour pouvoir proposer un panel d'activités possibles qui ne soient pas réalisées pendant le temps scolaire, mais qui soient réalisables pendant le temps périscolaire, voire le temps extrascolaire. Donc, en 2007, la municipalité a marqué cette volonté en créant une direction, parce que pour pouvoir engager des opérations, il faut pouvoir aussi disposer de personnel pour pouvoir réfléchir à un programme, engager des discussions avec les partenaires et qui plus est des établissements scolaires. Et donc, une direction de la jeunesse et de la politique de la ville a été créée donc à l'époque. Il s'agissait ensuite pour nous d'aller voir les établissements scolaires de la commune. La commune on dispose à peu près d'une vingtaine d'établissements scolaires, publics, privés. Et nous avons été, bien sûr, notre priorité était de pouvoir toucher ce qu'on a appelé, nous, les écoles de quartier. Donc, les écoles de quartier donc, qui étaient en plus inscrites dans ce qu'on a appelé, nous, au niveau de la politique de la ville, des quartiers fichiers politiques de la ville, donc qui avaient toutes les caractéristiques sociales, urbaines, pour pouvoir donc être aidés, en quelque sorte. Et donc, on a été agréablement surprise à l'époque. J'insiste un peu sur ce fait-là parce que si on veut s'engager dans une action de PEL, il faut une volonté marquée, autant de l'autorité. Et à l'époque, nous avions rencontré le chef d'établissement du collège de Taunois
Pour ceux qui le connaissent, c'était un monsieur Gounod qui s'appelait à l'époque. Et c'était un monsieur qui avait, qui avait su nous prendre, on va dire comme ça, parce que c'était quelqu'un qui était motivé pour pouvoir véritablement, avec son équipe derrière lui, trouver des solutions pour qu'on propose des actions d'aide aux devoirs aux élèves du collège de Tournois. Donc, il ne s'agissait pas de faire des aides aux devoirs à l'école, parce qu'il n'était pas question de refaire l'école après l'école, mais il s'agissait vraiment de s'appuyer sur la commune pour pouvoir proposer des actions proches des habitations des familles et donc des enfants. Et c'est ce qui a donné naissance donc au PEL de Papeete en 2007. Bon, bien sûr, en 14 ans, les choses ont évolué parce qu'il n'y a pas que le collège de Tournois qui a bénéficié de ce dispositif, mais en tout cas, ça a été vraiment l'établissement qui à l'époque, a marqué sa volonté de pouvoir participer à l'opération. Donc, le PEL, au jour d'aujourd'hui, ne touche pas toutes les écoles de Papeete parce que, en même temps, comme je disais, il fallait pouvoir mobiliser des acteurs et des partenaires volontaires. S'appliquer dans un programme de ce qu'on appelle de réussite éducative, parce qu'on va au-delà de la prise en charge de l'enfant. Donc, c'est pas simplement l'enfant à l'école, c'est l'enfant, le jeune dans la famille, c'est l'enfant dans sa vie sociale, c'est l'enfant, bien sûr, aussi à l'école. Donc, il fallait trouver un panel d'activités qui pouvaient donc contribuer à ce qu'on a appelé la réussite éducative. Donc, voilà. Donc, c'est des partenaires qui se sont mobilisés. Alors, ce sont des acteurs sociaux, ce sont des institutionnels et également des associations qui se sont mobilisées. Donc, ensemble, nous avons pu trouver différentes actions à proposer aux enfants. Donc, nous touchons à l'heure actuelle le collège de Tournois, en particulier les niveaux 6e, 5e et 3e. Nous touchons également les SECPA. Nous avons ciblé également l'école de Mam'an et les CJA de Papeete. On s'est concentré essentiellement sur ces écoles parce que c'était véritablement les problématiques qui ressortaient étaient véritablement concentrées dans ces écoles. Mais je voulais dire qu'en 2007 jusqu'à maintenant, toutes les écoles de Papeete ont été concernées par le PEL, mais il a fallu quand même cibler et mettre le focus sur véritablement les enfants et les jeunes qui avaient besoin de ce dispositif. Alors, pour parler maintenant des actions qui sont proposées, alors là aussi, il y a un panel d'activités qui sont proposées, puisque en termes de ce que j'appelle la réussite scolaire et éducative, on propose donc des aides aux devoirs et des aides aux leçons dans les quartiers. Donc, les quartiers sont utilisés pour pouvoir, donc je disais tout à l'heure, être proche des habitations, faciliter aussi l'accès pour que les gamins et les parents acceptent que les enfants participent à ces actions. Et nous utilisons donc les maisons de quartier que nous avons un peu dans tous les quartiers de Papeete pour pouvoir donc proposer ces activités. Les actions d'aide et devoirs et de leçons sont donc animées par des étudiants ou des animateurs qui sont formés et qui proposent donc ces séances après l'école. Nous avons aussi des activités périscolaires qui se font pendant le temps médian. Donc essentiellement à l'école de Mam'an, au CJA et au collège de Tournois. Bref, donc tout un panel d'activités qui sont proposées et ce que je peux dire au jour d'aujourd'hui, parce qu'apparemment il faut que j'abrège là, donc ce que je peux dire aujourd'hui c'est que en tout cas le PEL, dans la mesure où on a la volonté de tous de pouvoir mettre en synergie les compétences pour pouvoir travailler auprès des enfants, auprès des élèves, moi, je pense qu'on ne peut aboutir qu'à des résultats. Au jour d'aujourd'hui, le PEL de Papeete dure depuis 2007. Bien sûr, il y a eu des ajustements. Bien sûr, il y a eu quelques écoles qui ont été évincées. Mais en tout cas, la pléthore d'actions qu'on propose et les résultats également qu'on a pu constater au jour d'aujourd'hui montrent l'efficacité de ce dispositif
qui n'est pas perfectible, enfin qui est perfectible, qui n'est pas non plus... Donc, nous espérons en tout cas, avec les partenaires actuels, continuer à travailler encore plus loin en touchant peut-être plus les problématiques qui posent question, notamment les problématiques de déscolarisation et d'échec scolaire. Donc avoir un peu plus aussi de partenaires avec nous pour pouvoir trouver des solutions adéquates. Voilà, je vais terminer là. Merci. Merci Mata. Alors je viens de recevoir un SMS de la directrice de la page qui me dit dépêche-toi parce qu'il y a beaucoup de questions, donc fais vite. Donc j'ai marqué LOL, j'ai 1 heure pour l'UPJ pour expliquer ce que c'était pour l'UPJ. Voilà, c'était une petite blague. Donc l'UPJ, je vais essayer d'aller rapide. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est les échanges. Donc l'UPJ, avant tout, existe depuis 39 ans. Ça s'appelait avant Comité territorial de la jeunesse et de l'éducation populaire. L'UPJ rassemble, donc, la définition de l'UPJ, c'est rassemble les associations d'éducation de jeunesse et populaire, soucieuses de défendre l'intérêt des jeunes. Donc l'UPJ rassemble effectivement, comme vous l'avez compris, c'est une fédération des associations de jeunesse et de l'éducation populaire. On rayonne un peu sur toute la Polynésie, puisqu'on a un réseau qui est étendu. On est plutôt acteurs sur le terrain. Ce sont des acteurs qui mènent des travaux opérationnels, qui sont plutôt dans l'opérationnel, donc aussi bien sur de la prévention que sur de l'éducation, etc. Je vais faire vite. Nous, on a tissé un réseau. Effectivement, on travaille avec pas mal de monde quand même. Donc, le réseau associatif du jeune d'une part. On travaille avec la direction de la jeunesse et des sports, avec la DG2E, et bien sûr avec notre ministère de tutelle, qui est le MEE, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement de Jeunesse et Sport. Ensuite, on travaille beaucoup avec la BPDJ. Je tiens à les remercier parce qu'ils font un travail énorme. Et les associations les sollicitent très très souvent. Et donc, je pense qu'on peut les applaudir. Je sais que je vois 2 représentants de la BPDJ. Ensuite, on travaille aussi avec la direction de la santé, avec Dr Bougiro. On met en place des programmes d'action, des formations sur les formations BAFA, sur le CCAST. Donc aussi, là, ils font un travail énorme. Donc, je tiens à les remercier. On travaille avec le Contraville, qui, eux, sont plutôt un partenaire financier, donc on en a besoin. On travaille aussi avec la direction des affaires sociales, l'État, le pays et les communes. Ensuite, les dispositifs sur lesquels les associations œuvrent, je vais en citer quelques-unes, c'est l'ORS, c'est l'objectif réussite scolaire, le programme éducatif local, les PRE, c'est tout nouveau, ça. Les PRE, c'est un dispositif qui est plutôt intéressant puisque ça cible plutôt un travail éducatif et suivi individuel. Ensuite, il y a les PLAY. Dernièrement, le ministère de l'Éducation a mis les WAY. Les WAY et les PLAY, ce sont donc des dispositifs qui accueillent les jeunes qui sont scolarisés sur Tahiti et sur les lycées, et qui n'ont pas effectivement la chance de pouvoir rentrer chez eux pendant les petites vacances scolaires. Donc le pays a mis ce dispositif-là, et ce sont les associations qui œuvrent sur ce dispositif. Ensuite, un gros dispositif qu'on parle très très rarement, c'est l'insertion par l'activité économique. Donc là, c'est plutôt des jeunes qui sont déscolarisés, et on leur donne effectivement la possibilité de faire des formations, et on leur donne aussi la possibilité de travailler et de toucher un salaire, et de leur donner un réseau, de leur donner effectivement des valeurs, de savoir qu'est-ce que c'est une fiche de paye, de savoir se lever, etc. Ensuite, bien sûr, il y a tous les centres de vacances. Les centres de vacances, il ne faut pas simplement voir la colonie. Les centres de vacances, ils ont toutes les associations qui font des centres de vacances. Il y a un projet éducatif et un projet pédagogique avec des évaluations derrière. Donc tout dépend du projet pédagogique et éducatif qu'ils mettent en place. Et il y a des objectifs et des évaluations qui sont faites. Ensuite, un gros travail, Mata l'a expliqué, le travail des maisons de quartier. Les maisons de quartier, effectivement, œuvrent au sein des quartiers sensibles, des quartiers prioritaires, et c'est eux qui, en général, accueillent le public qui sont déscolarisés. Il y a un gros travail qui est fait sur ce public-là, qui n'est pas toujours évident, mais souvent, c'est ces maisons de quartier qui œuvrent. On a une représentante qui est là-bas, donc je tiens à la saluer. C'est l'association Otuorianui qui œuvre sur le quartier de Otuorianui à Fahar. Donc félicitations à vous. Ensuite, il y a les camps familles. Donc, c'est des nouveaux dispositifs qu'on met en place avec les différents partenaires. Ensuite, les projets spécifiques de l'UPJ. Je vais parler d'abord du projet Opanui. Le Opanui existe depuis une 12aine d'années. Il est basé sur la danse et le chant. Et le Opanui, en fin de compte, la thématique, c'est la prévention.
Et donc les jeunes s'engagent sur le Upanui pendant 6 mois à s'entraîner et à faire passer des messages de prévention à travers la danse. Et c'est un programme dispositif qui fonctionne bien, puisqu'on accueille entre 6 000 et voire 8 000 jeunes. Et sur les soirées, donc sur Tohata, on n'a jamais eu aucun souci, je dis bien. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de drogue ni d'alcool, mais on n'a jamais eu de bagarre, on n'a jamais eu de retour négatif. On a fait un Upanui une fois à la Punaru, on avait plus de 10 000 personnes, on avait appelé donc le Ossaria, on avait appelé la gendarmerie, ils ont eu peur en disant « Waouh, 10 000 personnes, mais ça va être compliqué à gérer », et on n'a eu aucun problème. Ensuite, on a donc un dispositif, le Conseil des jeunes polynésiens, on dit donner la parole aux jeunes. Le Conseil des jeunes polynésiens, donc c'est une entité qui est pour les 16-25 ans. On leur trouve donc des fonds. Donc là, entre autres, le Conseil des jeunes polynésiens est financé à 100% aujourd'hui par le FIPD, c'est le Fonds d'action de la prévention de la délinquance, c'est l'État qui finance ce dispositif interministériel. Et donc, grâce à ça, ils mettent en œuvre, ils mettent en place des actions de prévention par les jeunes, pour les jeunes. Et ça, c'est un impact, c'est très très important. Thierry le disait, il faut donner la parole aux jeunes, parce que nous, les anciens, les plus vieux, ben, des fois, on a une vision différente des jeunes. Donc, c'est l'impact, c'est laisser les jeunes donner leur parole. Bien sûr, il faut les cadrer, mais donnez-leur la liberté de s'exprimer. Vous allez voir qu'ils vont faire des choses merveilleuses. Je fais juste... on a l'Urban Culture, on a fait un magazine, le premier magazine de Jeunesse et Sport, enfin Jeunesse et Sport, de l'UPJ, pas Jeunesse et Sport, mais qui parle de la jeunesse. Donc c'est le premier, il y en a d'autres, c'est un trimestriel. Donc je vous invite à le consulter, a priori il n'y en a plus, il faudrait que j'en ramène. Et ensuite on a 2 programmes d'action, juste pour faire voir le réseau partenarial. On a un programme d'action qui s'appelle le CCA, c'est Camp Chantier Adolescents. Ils sont actuellement une vingtaine d'adolescents âgés de 16 à 17 ans sur l'île de Makatea. C'est un projet avec la DAS, l'UPJ, le Maitaiva, Makatea, c'était un ancien projet. Maitaiva, avec la DJS, la DAS, l'UPJ, ce sont des jeunes déscolarisés et on essaye de leur donner donc une seconde chance. L'idée, c'est pas simplement d'offrir 21 jours de vacances, c'est aussi de les accompagner après le projet. Donc là, on a contacté plusieurs partenaires pour justement un accompagnement social et voir une réinsertion, pourquoi pas, scolaire. Ensuite, on a un autre projet avec la PJJ, ça s'appelle Projet Paca Passa. C'est un projet effectivement qu'on a mis en œuvre et c'était une commande de la PJJ, donc je tiens à remercier cette commande parce qu'elle était très intéressante. Et donc nous, on a proposé de faire du théâtre avec ces jeunes qui sont suivis par la PJJ. Et l'idée, c'est qu'à fin décembre, on va faire la pièce de théâtre qui va être basée justement sur le PACA. Voilà. J'aurais plein de choses à dire, mais je préfère avoir vos questions. Je vous remercie. Justement, on a beaucoup de questions qui ont trait à la déscolarisation. Le PAPA, c'est la déscolarisation, dit cette personne, des jeunes de moins de 16 ans jusqu'à 11 ans qui ne veulent plus aller à l'école. Quelles mesures sont mises en place pour que ces jeunes retrouvent le chemin de l'école et peut-on bénéficier de l'expérience de nos amis du Canada ? J'ai commencé un petit peu à en parler lundi. Bon, là aussi, le décrochage scolaire, c'est quelque chose qui existe depuis enfin, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, mais dont le pays a pris conscience de manière assez récente. Donc, j'avancerai pas de nombre parce qu'on a beaucoup de mal, mais en métropole aussi, on a énormément de mal à quantifier le nombre de décrochages scolaires, le nombre de décrocheurs. Et simplement d'abord un éclairage sémantique, c'est-à-dire un décrocheur scolaire, c'est celui qui a 16 ans et qui sort de sa scolarité sans qualification. Enfin, je vais très vite parce que je ne vais pas vous donner une définition complète. Et en dessous de 16 ans, c'est de la déscolarisation, c'est pas du décrochage scolaire, puisque la déscolarisation, elle est sous le coup de la loi avant 16 ans. Donc c'est pas du décrochage scolaire. Le décrochage scolaire, c'est après 16 ans quand un jeune sort des établissements scolaires sans qualification. Avant 16 ans, c'est de la responsabilité de l'institution et des parents, puisque l'éducation est obligatoire. Voilà, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, on a mis en place dans les établissements scolaires ce qu'on appelle le groupe de prévention décrochage scolaire, les GPDS. Là encore, c'est essayer de décloisonner le fonctionnement des différents acteurs dans les établissements scolaires, infirmières, assistantes sociales, conseillers principal d'éducation, professeurs, personnel de direction, pour qu'on évite d'avoir
des interventions multiples sur un même cas et d'avoir à un moment donné des réunions de GPDS où on fait l'analyse de telle situation de tel élève et de savoir qui intervient, sur quel champ, puisque on doit pouvoir avoir une approche globale de l'élève, c'est-à-dire avoir une approche globale du jeune et de ne pas avoir uniquement sa dimension scolaire. Il y a la dimension sociale, la dimension santé, la dimension motivationnelle. Et ces GPDS, ces groupes de prévention, doivent permettre justement d'anticiper les décrochages ou les déscolarisations. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la mise en place aussi d'un dossier unique. C'est toujours un peu peur quand on parle d'un dossier unique, mais d'un dossier unique où justement on essaye d'avoir une meilleure traçabilité du parcours de l'élève. C'est-à-dire d'éviter d'avoir des élèves qui vont d'établissement en établissement, alors soit parce qu'ils sont exclus, soit parce que les parents partent des Tuamotu, vont à Tahiti pour des jours meilleurs et puis repartent au gré des disponibilités des familles. C'est un vrai phénomène, hein. On a des flux énormes d'un établissement à un autre, sans commune mesure en termes de gestion de flux d'inscription. Donc ce dossier unique, il permet à un moment donné de savoir ce qui a été fait et quel est le parcours de l'élève pour pouvoir lui donner, essayer de lui proposer les meilleures solutions possibles. Et le troisième axe, qui est aussi récent, hein, c'est la création, j'en ai parlé lundi, de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, qui a pour objectif, après la rentrée scolaire, de faire le point de tous les élèves sans solution, de tous les jeunes sans solution. Et on a plusieurs dispositifs, alors je ne vais pas les lister, mais des dispositifs qui sont en direction des collégiens qui ont effectivement qui ont été déscolarisés, qui veulent revenir, d'un dispositif en direction des bacheliers, justement, non, des élèves qui ont échoué au bac pour pouvoir leur faire passer le bac, un autre dispositif qui permet à un élève qui a été déscolarisé pendant 2-3 ans d'avoir un an de remise à niveau pour pouvoir reprendre une formation, une scolarité. Voilà, on a accueilli comme ça l'année dernière 110 jeunes qui ont pu retrouver une solution de scolarisation. La MLDS pour l'instant est concentrée sur la zone urbaine. On a le projet d'avoir une antenne à Taravao, parce que c'est un phénomène qui est réel à Taravao. Alors après, il y a toute une question de moyens, mais on est en train de justement, Madame la Ministre, dégage ces moyens-là pour justement développer cette mission de lutte contre les décrochages scolaires qui, là encore, et on le voit bien dans les publics qu'on reçoit, parce que j'ai repris ma vieille casquette de conseiller principal d'éducation d'il y a 15 ans, ce qui posait un certain nombre de problèmes. On a eu la bonne idée de le mettre à la direction générale de l'éducation et de l'enseignement, et comme chacun le sait, les administratifs sont très loin des élèves, donc on leur a remis des élèves dans l'administration. Je peux vous dire que ça fait une révolution non négligeable, et c'est vrai que ces élèves ont des comportements très particuliers. Je remercie encore la PPDJ qui sont intervenus, mais aussi les partenaires policiers. Voilà, on a une centaine d'élèves qui, chaque année, 110 élèves, on va développer ce dispositif pour le mettre à Taravao. Et là encore, on est dans une approche globale du jeune. On ne peut pas avoir une approche uniquement scolaire ou sur des données pédagogiques. On prend l'élève tel qu'il est, dans sa globalité, avec ses problématiques sociales, de santé, personnelles, et on essaye de les reconstruire pour les remettre dans une logique de scolarisation et de formation. Voilà les 3 points, les 3 dispositifs pour lutter contre le décrochage scolaire. Moi, je vais juste intervenir parce qu'on parle beaucoup de jeunes qui sont scolarisés, voire en décrochage, mais il y a énormément de jeunes qui ne vont plus à l'école et qui ont moins de 16 ans. Donc ça, les associations, quand ils le découvrent assez rapidement puisqu'ils traînent dans les quartiers, on fait des signalements et on essaye de les garder sur les structures associatives. Donc c'est pas évident parce qu'on essaye d'avoir un contact avec les parents, mais sans jeter la pierre aux parents, parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe. On fait des signalements, mais on essaye de le garder au sein de la structure associative et de construire des choses avec. Mais des fois, le simple chose, c'est que le jeune ne veut plus être scolarisé pour X raisons. Je voudrais juste, tout à l'heure j'ai oublié, je voulais dire que la délinquance, je vais reprendre les mots de M. Villebru hier, qu'il a fait la conférence. Il a dit une chose, la délinquance c'est l'issue d'une impasse pour le jeune. Donc ça, il faut réfléchir.
effectivement, il ne devient pas délinquant, on ne devient pas délinquant, on le devient peut-être inconsciemment. Et ça a été dit hier, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et donc, c'est une issue d'une impasse. Ben, il faut trouver effectivement pourquoi il est rentré dans cette impasse. Le fait aussi, le fait qu'il soit déscolarisé, pourquoi il ne va plus à l'école. Ben, il y a plein de questionnements. Les partenaires autour de cette table que vous êtes, ben, il faut se poser la question, les bonnes questions. Et peut-être on redonnera goût à l'enfant de revenir à l'école. Merci. Alors, on voulait recentrer vraiment le débat sur la violence, parce que c'est vrai qu'on est parti sur la déscolarisation qui n'est pas forcément, qui engendre pas forcément la violence. Alors, je vais revenir vers une question plus orientée. Est-ce que les jeunes qui mettent en ligne ou qui partagent des vidéos de combat, ce qu'on appelle les fights ici, sont contactés systématiquement, repérés, contactés par la police et suivis? Systématiquement, non. On n'a pas les moyens à l'heure actuelle de savoir de manière particulière, ciblée, qui a diffusé la vidéo de fight. Par contre, ce qu'on leur demande de faire lors des interventions des PIMS, c'est justement déjà, on les informe que c'est une infraction, passible d'une sanction pénale, mais je ne connais pas la peine. Et aussi, lorsqu'ils sont en possession de ce genre de vidéo, de ne pas hésiter à faire appel aux forces de l'ordre, gendarmerie ou police, pour les dévoiler et donner plus d'informations pour permettre aux enquêteurs de pouvoir identifier les personnes qui les diffusent. Mais le constat qui est fait, c'est que ces jeunes ne le font pas. Ils prennent plaisir, au contraire, à les diffuser, à les posséder sur leur téléphone. Voilà le constat qui est fait. Merci. Alors, on va donner la parole à 2 personnes dans le public. Bonjour, alors moi je suis Réré Oumaya, je suis psychologue et je fais de la prévention du suicide. Et du coup, il y a 2 ans, on est allé au Canada et on a pu voir qu'ils avaient mis en place, avec une équipe américaine, le programme de Zippy. Est-ce que vous connaissez? Donc ça, c'est un programme pour les petits. Et ensuite, pour les adolescents, il y a le passeport pour la vie. En fait, c'est un programme où ils ont créé une petite bestiole qui s'appelle Zippy, qui est l'ami d'un petit garçon. Et à travers ces histoires, ça permet aux petits de parler des choses dont ils ne parlent pas du tout, des conflits dans les familles, de la maltraitance, de tout type de sujet. Et ils se sont aperçus que très tôt, ils font ça dans les classes scolaires, dans les classes. Très tôt, les petits avaient moins besoin d'interpeller l'instit pour différents problèmes au sein de la classe, et que ces petits ayant grandi, ils font moins de passage à l'acte. Donc, du coup, c'est un bon point pour la prévention du suicide, mais aussi pour le reste. Donc, ça peut les aider à mettre en place des stratégies de faire face, comme comment gérer la frustration ou autre chose. Et ça, je trouve que c'est très bien. Et comme ça rejoint la mallette pédagogique, où ce sont des outils ludiques, faciles à mettre en place. En tout cas, je trouve que c'est bien adapté. Ça serait bien pour nous ici en Polynésie. Alors, il y avait un projet, alors je suis sûr que je ne l'ai pas connu ce projet, mais j'en entends parler souvent, c'est le projet Clé pour l'adolescence qui a existé un certain nombre d'années ici, dont j'ai des retours positifs qui relèvent un petit peu dans ce que je peux avoir compris de votre intervention, ça relève un peu du même processus qui avait été développé dans les collèges et qui devait avoir un prolongement dans les écoles et qui a été stoppé de manière brutale pour différentes raisons que je n'ai pas encore tout à fait analysées, mais ça fait déjà 4-5 fois qu'on me parle de ce projet, donc je vais aller essayer de retrouver cette démarche qui existait et qui visiblement donnait satisfaction dans les établissements scolaires sur
j'aime pas trop ce terme, la modélisation, mais en tout cas sur l'accompagnement des jeunes à l'intérieur des établissements scolaires pour que ils comprennent leur évolution, l'évolution d'adolescents. Et voilà, donc la seule réponse que je peux faire, c'est qu'apparemment il y a eu un programme, un certain nombre d'années, qu'on va essayer de retrouver parce qu'il donnait satisfaction. Alors il y avait eu quelques suspicions de sectarisme et tout. Alors pour le coup, je reste très prudent. Mais en tout cas, à chaque fois, ça fait déjà 4-5 fois qu'on parle de ça. Donc il va falloir qu'on s'y penche parce que visiblement, entre votre intervention et ce que j'entends de cette expérience, il y a peut-être quelque chose à creuser. Une seconde intervention dans le public, alors. Alors bonjour, je m'appelle Marie Curieux et je voulais intervenir aujourd'hui simplement en tant que parent, en tant que maman. Donc, alors j'ai 37 ans. J'ai un enfant de 19 ans, un de 12 ans et un de 4 ans. Et au fait, on parlait tantôt du décrochage des parents, du fait qu'ils soient dépassés. Je voulais juste partager quelque chose qui peut être représentatif d'une partie des parents polynésiens. Donc moi, je viens des îles où, quand j'étais petite, il n'y avait pas d'électricité, on fonctionnait au frigo à gaz. Et donc en 37 ans d'évolution, nous sommes sur les réseaux sociaux. Quelque chose que si on le rapporte en métropole ou au Canada ne correspond pas à ma génération du tout. Pour autant, c'est ce que nous avons connu. Aujourd'hui, je suis maman. Quand j'étais enfant, la violence était banalisée non seulement à la maison, non seulement dans les cours d'école, mais dans les classes, avec les enseignants. Aujourd'hui, les choses changent, les choses évoluent, ce qui est normal. Simplement, nous, dans notre rôle de parents, donc vous avez entendu que j'avais un fils de 19 ans, donc qu'il est né quand j'avais 18 ans, ou à 18 ans, on n'apprend pas à être maman, on ne nous apprend pas à être maman. Donc, il y a un décalage, j'avoue, dans l'éducation que je donne à mes enfants, du fait que j'ai appris. Quand on est maman au départ, parce qu'on a entendu entre devenir mère ou parent et être parent responsable, c'est une autre étape à franchir. Et pour ça, il faut avoir un accompagnement, il faut avoir des exemples d'éducation différents que ce que l'on a connu, que ce que l'on nous propose, que ce que la société nous propose. Donc, il y a d'autres acteurs que les parents, d'autres acteurs que le système éducatif, il y a la société. Il y a la société qui est ouverte encore plus aujourd'hui à nos enfants via Internet. Et il est clair que pour beaucoup de parents qui ne peuvent pas mettre à jour leur manière d'éduquer, c'est pas facile. C'est facile de se mettre, c'est facile d'être dépassé parce que nos enfants nous proposent aujourd'hui, nous imposent même aujourd'hui. On n'arrive pas à se mettre à jour tant en termes de langage, du langage qu'ils emploient, de leur façon de voir les choses. Et tout à l'heure, j'ai entendu qu'un des intervenants disait qu'ils ont une frustration du non, qui s'exprime parfois par la violence, une frustration du « je veux tout et maintenant, tout de suite, sinon je me fâche, sinon je me mets en colère ». Et ça se retourne contre les parents. Donc, par moments, c'est vrai que certains n'ont pas d'autre issue que de dire « allez, gardez-le en cellule avec vous, gardez-le, on ne sait pas quoi faire ». Et c'est un cri aussi de la part des parents. On a parlé beaucoup de répression, mais je ne trouve pas assez de prévention dans les familles, pas assez d'accompagnement gratuit, je dis bien, parce que certaines méthodes, oui, sont efficaces, mais sont coûteuses. Et on a parlé des conditions sociales dans lesquelles les familles polynésiennes sont dans la vie de tous les jours, qui ne leur permettent pas de se diriger vers ce genre d'institutions, vers ce genre de personnes qui pourraient les aider efficacement, et aussi pour le manque d'informations qui arrivent jusqu'aux parents. Donc, je suis également présidente d'APE et dans la fédération où j'aimerais, et je pense qu'on va dans ce sens dans la coéducation, que les APE, les associations de parents d'élèves, servent également de relais en termes d'information et de transmission des informations. Parce qu'aujourd'hui, je suis là, mais beaucoup de parents ne sont pas là. Qu'est-ce qui, dans les 2 jours où je suis venue non seulement spectatrice, mais je pense actrice, dans le sens où
j'ai intégré des choses et comment moi je peux les transmettre, non pas à mes enfants, si aussi un peu, j'espère, mais comment je peux les transmettre aux parents avec qui j'ai contact, avec qui je peux avoir contact, les parents d'élèves ou les parents qui sont mes amis, qu'est-ce qui peut leur être utile? Quelles sont les informations que j'ai pu recueillir aujourd'hui et hier qui sont utiles à tous les parents, vers qui ils peuvent se diriger, parce que l'un des objectifs était bien aussi de développer les relations, développer les contacts que l'on a. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les associations de parents d'élèves peuvent également être des relais d'information, mais je voulais juste situer aussi où est-ce qu'on en est aujourd'hui, nous, parents polynésiens. On nous demande des choses, on nous demande de suivre des choses, des rythmes, de suivre un rythme, une évolution qui est incroyable. Et il faut se mettre aussi à notre place. Il faut être aussi indulgent, il faut arrêter de se mettre en juge. Et tous ceux qui détiennent la connaissance de quelque domaine que ce soit, se mettent trop dans la position du nous on sait et de vous ne savez pas. De vous, simples parents. Non, on n'est pas simples parents. On est les premiers éducateurs. Et si vous voulez que nos enfants soient acteurs, il faut aussi que nous, parents, soyons acteurs. Parce que c'est par nous que passent les choses. Certaines choses, en tout cas. Donc, il faut la prise de conscience et dans le système éducatif et dans les dirigeants et dans les parents également. Mais nous avons besoin d'accompagnement, nous avons besoin de gens qui savent nous écouter sans nous juger. Merci. Merci Madame pour ce témoignage. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de points à aborder. Je pense qu'une de nos amies intervenantes canadiennes. En fait, une des choses sur lesquelles on a mis le doigt tantôt, puis je pense, bon, c'est beaucoup, ça doit commencer, toute l'éducation autour des questions de bonne gestion de la colère, éventuellement, de bonne gestion des conflits, etc., ça doit commencer de façon précoce. Donc, et tranquillement s'adapter. Le débat que je voudrais lancer aussi, c'est parce qu'on parle puis on a un peu le même problème chez nous, autour de 40% de dit décrochage scolaire, là, si on met à peu près tout. Quand on arrive à un 40% de décrochage scolaire, il faut se dire que peut-être que, parce que là, j'entends beaucoup, on va travailler beaucoup sur les jeunes, on va essayer de faire que les jeunes s'adaptent à l'école, mais peut-être que l'école n'est plus tout à fait adaptée à nos enfants. Ils ont évolué, les nouvelles technologies sont rentrées, on a des modes d'apprentissage différents, puis on ne se questionne pas trop, on continue à avoir les mêmes modes d'apprentissage avec pédagogie, élèves, parents, il y a peut-être des modes. Une des choses qui semble fonctionner chez nous, mais évidemment, c'est encore parcellaire, c'est ce que j'appellerais mais qui s'appelle, c'est les programmes de concentration. Donc, des programmes qui allient, par exemple, sport-études, danse-études. Il y a toutes sortes de formes, art-études, théâtre-études, etc., où les jeunes ont un espace pour se réaliser et où on associe, mais si tu veux pouvoir continuer à te réaliser dans cet espace-là et pouvoir profiter de ces programmes-là, il faut aussi que il faut qu'en contrepartie, tu réussisses sur le plan et que tu t'investisses sur le plan académique. Donc là, il y a une motivation, il y a un bonbon, je dirais, au bout de la... Mais ça fait que dans ces programmes-là, il y a très peu, puis aussi, il faut dire aussi que ces programmes-là s'associent généralement avec des personnes qui sont hyper dévouées, des professeurs qui sont hyper dévoués, des petites classes, des gens... et là, on va travailler à la fois sur la motivation du jeune extra-curriculum pour essayer de stimuler son intérêt curriculum scolaire. Donc, et ça semble fonctionner. Dans ces classes-là, on a des taux de décrochage beaucoup moins grands. Mais c'est un investissement important. Monsieur Villerbu. Oui, juste pour poursuivre, vous avez dit il y a très peu de temps que le centre de gravité de l'atelier s'était déplacé. Nous devions parler des violences, entre autres, hein, et on parle des programmes. Et je crois que ça, c'est symptomatique, très symptomatique. On ne veut pas entendre parler des violences et des conditions de production des violences. Alors, chacun d'entre nous a un programme de résolution des violences. Chacun d'entre nous a un programme qui place l'enfant à un seuil d'idéalité qu'il ne pourra jamais atteindre parce que c'est pas ce qu'il souhaite, on n'en sait rien. Et là, il y a un symptôme, je parle comme les psys, hein,
il y a un symptôme tout à fait typique. C'est l'emploi systématique de la notion d'acteur. Je dis cela parce que dans le monde pénitentiaire, dans les années 90 à peu près, chaque détenu devait devenir acteur de sa peine. Et je me disais, moi, en tant que psycho, jamais je ne deviendrai acteur de ma peine. Quand même, je ne suis pas maso. Et pourquoi dire cela? Parce qu'on ne devient pas acteur de sa peine. On devient acteur de la sanction, qui vient dire quelque chose de l'insertion et de l'intégration. Or, si je transpose la réponse que je peux me donner, c'est quel est le projet de l'enfant dans son milieu et dans son histoire. S'il y a éducation, c'est bien parce que chacun d'entre nous souhaite que l'enfant devienne un porteur de projet. Et que pour devenir porteur de projet, il faut des conditions très particulières. Et quelles sont les conditions très particulières dans lesquelles nous allons nous projeter? Non pas sur la forme d'un argument d'autorité, je sais, c'est comme ça qu'il faut faire, un point c'est tout, mais sous la forme d'un argument d'expérience. Et j'étais là tout à fait en phase avec les différentes expériences qui étaient proposées. Ce ne sont pas des programmes à adapter, c'est des programmes à contextualiser, c'est des programmes à habiter. Autrement dit, ce qui est mis en avant, c'est la possibilité pour l'enfant de faire expérience avec le programme de l'adulte, à travers les projets qui sont là portés. Or, qu'est-ce qu'un projet? C'est à la fois un ensemble de valeurs très fortes. Or, l'enfant a des valeurs, le gamin, l'ado a des valeurs. Il faut voir quelles sont ces valeurs-là. Et les valeurs dont il dispose sont bien portées par des normes. Quelles sont ces normes? Qu'est-ce qu'il valorise comme normes et comme projet par rapport à ce que proposent des programmes formels d'arguments d'autorité? Vous voyez, il y a là le décalage. Mais il me semble qu'on ne concevra ça que si on accepte d'entendre parler des violences, de la construction des violences, des conditions de production, et qu'on arrête de penser en termes sociologiques, qu'on arrête de penser en termes de c'est l'économie, c'est la paupérisation, etc. Non, il n'y a pas de détermination sociologique. Il y a des personnes dans un milieu donné qui savent prendre des décisions, qui ont des décisions à prendre à travers leurs normes et leurs valeurs. Il faut aller de ce côté-là. Et pas se dire c'est l'économie. Bien sûr, il y a l'économie. Bien sûr, les conditions socio-économiques. Mais quand même, on n'est pas déterminés comme des robots dans tout cela. Merci. Puis alors, je voudrais complexifier le débat aussi en mettant de l'avant un autre problème qui n'est pas celui de la violence, mais qui nous touche énormément. Là, je vais même parler en termes personnels en tant que prof. C'est la médicamentation de plus en plus importante des étudiants et à tous les niveaux. Le diagnostic qu'on pose, alors nous, on a les troubles de comportement, les troubles d'apprentissage, les troubles de concentration. On commence à avoir une panoplie de maladies dans nos écoles qui se développent de manière exponentielle d'année en année. Moi, juste de l'année dernière à cette année, j'ai une augmentation de 27% du nombre de mes étudiants. Et je suis au cycle supérieur, au premier cycle, au second cycle, on retrouve énormément ça, avec des enseignants qui tout de suite viennent nous parler, dès la rentrée des classes, de violences en milieu scolaire ou de troubles de l'apprentissage ou de diagnostics médicaux. Et je trouve ça absolument alarmant. Donc je pense qu'il y a un constat, bien sûr, il faut qu'on parle de violence, mais il y a aussi un problème, à mon avis, de mal-être. Alors, et puis je voudrais remettre en avant ce que disait Marie-Marthe. Est-ce que nos écoles sont encore adaptées? Est-ce que la scolarisation jusqu'à 18 ans, ou jusqu'à 16 ans, où sont passées nos formations professionnelles? Quelle place donner au sport? Et on a un problème beaucoup avec les garçons chez nous. C'est très genré. Hein. Les garçons, ils décrochent et les filles, elles font des angoisses de performance. Donc moi, j'ai tous les garçons, ils sont dehors, ils sont plus... Et les filles, elles prennent des médicaments parce que si elles n'ont pas les bonnes notes, elles ne vont pas réussir dans la vie. Puis à un moment donné, il n'y a plus de plaisir. C'est extrêmement compliqué de ramener ça. Donc voilà, peut-être un constat très généralisé, très peu criminologique, mais quand même. Oui, bonjour, Saïd Zagloul, conseiller pénitentiaire au SPIP de Polynésie française.
chargé du secteur de Papeete et des îles de Tuamotu. Je veux surtout parler de l'intérêt du travail partenarial qui est extrêmement intéressant et important. Oui, d'accord. C'est un peu plus. Je pense être passé voir Madame Mata dans son bureau pour lui expliquer qu'est-ce que c'était le fonctionnement du SPIP. Et notamment, elle n'a pas parlé de ce point très important dans notre partenariat, qui est la mise à disposition par la mairie de Papeete de certains postes tiges, c'est-à-dire cette sentence judiciaire qui permet à nos jeunes dans la violence et même dans le milieu scolaire, pour des histoires de drogue, pour des histoires de le copain m'a piqué la copine, et ainsi de suite. Il y a des actions de violence extrêmement violentes. Donc on travaille ensemble, et je remercie Valéria pour le travail magnifique qu'elle fait. Donc ce travail partenarial, on peut le trouver d'une façon la plus large possible, même dans le monde de l'éducation des enfants, qui est le monde le plus difficile. Que peut-on faire pour un enfant? On a le président de l'association des parents d'élèves, on a parlé, c'est toujours la faute des parents. L'école, on se dit toujours c'est la faute de l'école, et tout le monde rejette la faute sur l'autre. Moi, je me rappelle d'une seule chose, c'est la dame qui était allée voir Sigmund Freud pour lui dire « Maître, que pourrais-je faire pour bien éduquer mon enfant ?» Il lui dit « Madame, faites comme vous pouvez, de toute façon, ça sera toujours mal. » Merci beaucoup. Alors, de toute façon, Monsieur Villerbus, c'est vous qui allez réagir maintenant parce que la question vous est adressée. La question vous est adressée. Dans le processus de violence collective, il y a des éléments qui favorisent la violence collective. Existe-t-il des éléments inhibiteurs qui pourraient justement freiner ce processus? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Alors, je vous l'ai lu tel quel, hein, mais moi je comprends qu'on a l'impression qu'effectivement, dès qu'un groupe commence à agir dans la violence, tout le monde a envie de suivre. Est-ce qu'il y a des processus inverses qui nous permettraient justement de bloquer les choses? Donc on commence par parler des processus d'imitation. Les processus d'imitation, ce sont ces processus de contamination qui se saisissent d'un groupe de telle manière que chacun devient anonyme dans le groupe et que se trouve porter une impulsion particulière à détruire ou à applaudir. Tout est possible. Y a-t-il des éléments inhibiteurs de cela? Oui, il y a les CRS. À Rennes, on connaît beaucoup. Hein. Oui, on vient de passer une période active. Là. Et moi, je pense qu'une grande partie de nos bouleversements collectifs comme ça viennent d'un capital de confiance disparu dans ceux qui portent l'autorité. De telle manière qu'on ne sait plus ou qu'on ne sait pas ou qu'on ne veut pas savoir ce que l'autorité dit. Cette autorité le dit pour se débarrasser des problèmes ou pour prendre soin de la population. Se débarrasser des problèmes ou prendre soin, c'est un enjeu important parce que c'est là que naissent les théories du complot. Si l'autorité me dit ça, c'est pourquoi. Et puis, finalement, les théories du complot prennent leur développement de telle façon que la vérité est toujours ailleurs, puisque la théorie du complot suppose qu'il y ait une vérité, et que la vérité soit non transparente à celui qui la cherche. Parce qu'il n'y a plus de dialogue, il y a de la vérité, en quelque sorte. C'est-à-dire que la chose à savoir devient un quasi-objet, une vérité, une croyance absolue, parce qu'il n'y a plus de communication, parce qu'il n'y a plus de discussion. Donc s'il y a, dans le long terme, des inhibiteurs de la ruée, hein, de la manifestation violente, s'il y a bien des inhibiteurs, c'est dans le souci que chacun peut prendre à s'expliquer, et notamment les services de l'État, et notamment les services qui ont l'autorité pour agir et pour intervenir. Mais on en a vu un exemple, c'est le premier jour, je crois, dans
le trouble qui m'avait saisi entre communication et pédagogie, entre ce qui était subtilement présenté et puis ce qui était profondément ambivalent dans l'information qui était diffusée. Autrement dit, il y a un devoir d'information, mais ce devoir d'information, cette précision, elle dépend aussi bien de celui qui a le pouvoir que des médias. On sait le rôle important des médias dans la diffusion des fausses informations. Si au niveau de l'école, il y a information, au sens d'une information non pas neutre, mais d'une information qui vient là parce qu'elle est porteur d'un projet, parce qu'elle vient dire une valeur particulière, alors il est possible d'accéder, de ne pas passer à l'acte. Mais c'est au quotidien, c'est dans le tous les jours que ça se pose comme ça, que ça se dirait comme ça. L'inhibiteur de la colère, d'abord, l'inhibiteur de la destruction, tient essentiellement à la fiabilité de l'institution ou du service ou de la personne avec qui l'environnement se construit. Je ne pense pas qu'on puisse aller plus loin dans chercher des inhibiteurs de la violence. Quand il y a une fiabilité, il n'y a pas de colère. Parce que la fiabilité de l'autre permet de retarder la satisfaction, de lui donner du sens. Quand rien de tout ça se passe, il y a de la colère, il y a de la rage. Et puis forcément, quand il y a de la colère, il y a de la rage, ben, il y a de la honte. Et quand il y a de la honte, il y a de la haine. Et quand il y a de la haine, ben, il y a de la mort. C'est comme ça, toujours comme ça. Il n'y a donc pas d'autre solution que dans le quotidien, prévoir et penser des situations telles que la fiabilité soit toujours à questionner. Autrement dit que l'argument d'autorité, c'est l'argument qui, par excellence, fout le bordel. Oui. Alors, j'ai quelques questions qui parlent de l'autorité et ça va vraiment vous mettre mal à l'aise. Je suis obligée de les aborder. Alors, on a dégagé apparemment la fessée comme acte répréhensible dans les familles. Est-ce que dans les établissements scolaires, il existe toujours des conseils disciplinaires ? Oui. En fait, oui, les conseils de discipline, alors, ce sont des conseils de discipline qui persistent, évidemment, avec une problématique spécifique en Polynésie française. Alors, d'abord, les textes ont évolué. C'est-à-dire que le conseil de discipline, il est à la dernière marche vers laquelle l'établissement doit se tourner, c'est-à-dire que on est dans l'ultime étape et généralement on convoque un conseil de discipline, en tout cas puisque je suis les conseils de discipline de l'ensemble de la Polynésie française, on fait bien attention de savoir si tout a été mis en place en amont avant que le conseil de discipline soit convoqué, c'est-à-dire que de voir s'il y a eu des commissions éducatives. Alors je vais être dans le jargon de l'éducation, mais c'est vrai qu'on doit mettre en place des commissions éducatives, c'est-à-dire des instances moins formelles pour pouvoir travailler avec l'élève et les parents sur son comportement. En tout cas, on arrive au conseil de discipline que vraiment quand l'élève devient un danger. D'ailleurs, la plupart des conseils de discipline, parce qu'ils ont énormément baissé, ici et en métropole aussi, puisqu'on s'est bien aperçu que de toute façon, ça avait un effet c'était pas très efficace, sauf quand l'élève se met en danger lui-même ou met en danger sa classe ou l'établissement. À chaque fois, on a obligation de trouver une solution pour l'élève. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir lui trouver une solution dans un autre établissement. Et on s'aperçoit que les décisions de conseil de discipline, désormais, c'est quand il y a un acte de violence grave vis-à-vis d'un autre élève ou d'un enseignant. Il est rare que je vois passer des conseils de discipline désormais qui soient pour... alors, absentéisme, c'est maintenant illégal, évidemment, mais pour consommation de produits addictifs, etc. On n'exclut plus pour ça. On essaye de s'appuyer sur d'autres dispositifs. Alors, il y a une problématique un petit peu particulière en Polynésie, parce que quand vous avez un élève qui a agressé sexuellement un autre élève et qu'on doit être rentré dans un processus disciplinaire et que l'élève est scolarisé dans un collège très très éloigné et que si on l'exclut, on doit le scolariser ailleurs, dans un autre
dans un autre établissement, donc obligatoirement à 1 heure d'avion, ou à 2 heures d'avion, ou voire à 3 heures d'avion, si c'est les Marquises ou Tahiti. Et comment dire, on génère aussi une difficulté, puisqu'on l'éloigne de la famille qui, pour le coup, sur la résolution du problème, est notre partenaire. Donc, il y a clairement, en Polynésie, il y a une chute des conseils de discipline, mais ils sont accompagnés, enfin, cette chute est accompagnée par des dispositifs d'accompagnement en amont, qui sont des dispositifs pluri-institutionnels, pluridisciplinaires. C'est-à-dire, on se met autour d'une table et on essaye de trouver une solution. On est plus dans une démarche d'inclusion que d'exclusion. Alors évidemment, il y a des actes qui sont pour lesquels on est obligé de prendre une décision d'exclusion. Mais je rappelle en même temps que le conseil de discipline, il répond à une organisation précise, avec la présence de parents, la présence d'élèves aussi, des délégués d'élèves, la présence des enseignants, la possibilité de se faire représenter par un avocat. Enfin, c'est une structure qui donne la possibilité à l'élève d'être aussi dans le contradictoire face aux actes qu'il a pu poser. Mais c'est une solution à laquelle on fait appel, on essaie L'année dernière, je crois que j'ai eu, alors, à l'échelle de la Polynésie, c'est pas énorme, je dois avoir une dizaine de conseils de discipline, et sur une dizaine de conseils de discipline, il n'y a pas eu 10 exclusions définitives. Voilà. Donc c'est un outil, mais qu'on utilise en dernier ressort. Alors, méthode... oui. Je souhaite juste compléter les propos de Thierry. Le conseil de discipline, il y a un bout de chaîne. Quand l'enfant, en fait, voilà, on sait qu'il a fait commis des actes de violence et qu'on n'a trouvé aucune autre solution que d'arriver à l'âme. Mais comme le disait Thierry à l'instant, aujourd'hui, l'école est dans une démarche d'inclusion, une démarche de communication qui n'existait pas avant. C'est ce qui fait toute la différence. Et je souhaite mettre l'accent sur la communication qui, à mon sens, et j'en suis convaincu, va permettre de résoudre beaucoup de problèmes que l'on rencontre aujourd'hui. Parce que si on arrive au niveau de la commission de discipline à discuter avec les parents, malheureusement, au début de la chaîne, on ne communique pas suffisamment avec les parents. Parce qu'on a bien souvent des enseignants qui, encore jusqu'à présent, ne considèrent pas le parent comme étant le partenaire de l'école et étant le premier éducateur de l'enfant. À partir du moment où on va avoir des enseignants qui vont commencer à comprendre cette notion, les choses vont changer. Alors je sais bien que là aussi, la direction de l'éducation fait ce travail, puisque même si aujourd'hui, au niveau des instances de l'éducation, des plus hautes instances de l'éducation, ce partenariat est bien compris et il est assimilé, malheureusement, lorsque l'on arrive aux directeurs d'école et aux enseignants, dans la très grande majorité d'entre eux, le parent n'est pas encore le partenaire privilégié de l'école. Et donc, à partir du moment où on va réussir à développer ce lien, on va réussir à communiquer avec le parent ne se sentira plus jugé, il ne sera plus convoqué mais invité, parce que généralement on convoque un parent à l'école, on ne l'invite pas pour venir féliciter son enfant, on le convoque parce qu'il y a un problème. Le jour où on va changer cette démarche, les choses, à mon sens, vont évoluer. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et comment ne pas répondre à la violence par de la violence? Comment répondre à la violence par une œuvre de construction commune? Et ce que vous dites des conseils de discipline me paraît exemplaire. Dans le temps relativement peu ancien, on enfermait le gamin dehors. Maintenant, on lui dit tu restes dedans, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et c'est là une démarche profondément différente. Tout à fait. Merci. Alors, pour rebondir sur tout ce qui vient d'être dit, il y a donc des méthodes alternatives, des groupes de parole. Et comme nous avons dans la salle pas mal de membres de l'association des médiateurs, la question est, existe-t-il la médiation au sein du collège ou du lycée? Alors, je connais bien ces associations puisqu'on commence à travailler ensemble. C'est une volonté de la ministre et puis aussi du gouvernement d'inscrire la démarche de médiation, et notamment la médiation par les pairs, de l'inscrire dans la loi et d'avoir des actions. Alors pour l'instant, ce sont des actions expérimentales, c'est-à-dire que la BPDJ a développé la médiation par les pairs au lycée professionnel de Fage, je crois. On a une action en cours au collège de FAA avec médiation service. On a une autre action. Voilà, on est dans l'expérimentation. On a un peu de mal à y voir
si vous voulez, on a plusieurs partenaires et je pense que c'est quelque chose qui s'est développé que depuis l'année dernière et je pense qu'il faut qu'on se mette autour d'une table pour savoir quels sont les intervenants. Parce que vous savez que dans l'éducation, tout à l'heure, je disais que c'était un monde particulier quand même. C'est-à-dire pour rentrer dans un établissement, et c'est heureux à la limite, mais il faut quand même qu'il y ait des agréments, etc. etc. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Moi, je crois beaucoup à la médiation par les pairs. D'ailleurs, à Taunoa, il y avait eu un CPE qui avait travaillé là-dessus il y a une dizaine d'années, Tounou Tellier maintenant qui est à Punaoya, et qui avait eu vraiment des résultats exemplaires. Donc la médiation par les pairs, ça fonctionne, sauf que ça nécessite un accompagnement des enseignants qui ne sont pas habitués, donc obligatoirement des partenariats. Et donc, qui dit partenariat, dit budget, dit agrément, etc. Mais vraiment très honnêtement, on explore ce champ-là. D'ailleurs, on ne peut que l'explorer puisque je parlais, n'en déplaise à l'intervenant, de rendre l'élève acteur de sa scolarité, mais aussi acteur de la vie dans l'établissement. Ça en fait partie. Juste comme ça, je te redonne la parole, mais Catherine Rossi veut compléter l'information. Mais alors, je ne peux absolument pas parler pour vos programmes, mais nous, c'est quand même très bien documenté, la médiation en milieu scolaire. Donc, j'ai des résultats de recherche sur nos pratiques à nous, qui sont assez intéressants dans la mesure où ils sont assez contre-instinctifs. C'est-à-dire qu'on s'attendait au départ à ce que l'élève médiateur soit quelque chose. Et puis alors, on a eu des expériences assez extrêmes où on leur mettait même un brassard. Donc, et on a eu très peur de ça. Donc, la police par l'enfant, etc. Et finalement, ça n'a jamais été problématique. Très curieusement, ça donne, oui, de bons résultats. Mais ça donne surtout de bons résultats chez l'élève médiateur qui ne prend pas du tout cette espèce on appelle ça être control freak. Il prend pas du tout ce rôle de policier, et contrairement à ce qu'on croit, et on a vu quand même des belles expériences, donc ça marche assez bien. Je voudrais donner 2 défauts à ces pratiques, et c'est dans les nôtres, en tout cas 2. La première, c'est qu'on a sous-estimé énormément l'investissement professionnel pour les enseignants, les commissions scolaires et les directions. Donc l'implantation d'un programme de médiation scolaire, et on s'est rendu compte que c'est extrêmement lourd. C'est extrêmement lourd à porter, à rajouter dans les horaires. Il faut faire de la formation continue. L'enseignant, il s'en va, il y en a un autre qui arrive, il faut tout recommencer. Il faut en plus convaincre les élèves. Voilà. Deuxièmement, ça marche paradoxalement très bien dans les écoles en bas âge. Au Québec, on est incapable d'implanter ça au niveau l'équivalent chez vous des lycées et des universités. Ça ne prend pas. Et ça s'expliquerait, à mon sens, pour un constat très simple, parce qu'à partir du lycée et des universités, les jeunes, ils vont manger dehors à midi. On n'a plus la cour de récréation, qui est quand même le lieu dans lequel ça devrait se passer, ces affaires-là. Donc, je pense qu'on a une évidence là-dessus. Et troisièmement, et c'est surtout ça, donc dans les petites écoles, dans les écoles primaires, là où ces dispositifs ont été implantés, à terme, il fonctionne très bien, mais il fonctionne en tant qu'outil disciplinaire, beaucoup plus qu'outil de prévention de la violence. À savoir qu'on s'est rendu compte, et c'est des recherches qui viennent de sortir, que dans toutes les écoles où ça a été expérimenté au Québec, ça sert surtout, si vous me pardonnez, d'enlever des pions de la cour de récréation, parce que la surveillance se fait par les élèves, et ça soulage le côté disciplinaire de l'enseignant. Mais ce n'est pas encore utilisé, ça ne permet pas vraiment une action en termes de lutte contre la violence, le harcèlement, etc. Donc ça fait de la résolution de tout petits conflits et plus on s'est rendu compte que ça servait surtout dans les jeux de ballon finalement. Voilà. Donc c'était hyper décevant. Donc ce qu'on est en train de se dire au Québec en ce moment, c'est beaucoup de travail pour des résultats pas terribles finalement. C'est un peu. Mais alors je voudrais pas casser vos ambitions. Moi, je suis en train d'essayer de les refaire décoller, donc on y croit encore vraiment beaucoup. Tu voulais rebondir alors? Oui, merci. Je voulais rebondir par rapport à ce que disait Thierry à l'instant. Je crois qu'on a encore beaucoup le chemin, il est long avant qu'on arrive au bout. Je fais la comparaison avec ce qu'il existe en métropole aujourd'hui. En France, il y a 5 dispositifs qui permettent d'accompagner les parents. Il y a le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, des lieux d'accueil d'enfants parents, des contrats locaux d'accompagnement de parents
à la scolarité et des espaces de rencontre. Alors le Haut Conseil à la famille aujourd'hui va faire un état des lieux de ces dispositifs pour voir lesquels fonctionnent et lesquels ne fonctionnent pas. Alors il ne s'agit peut-être pas de vouloir forcément calquer ce qui se fait en métropole ici en Polynésie, mais il me semble qu'il y a en tout cas, en termes de communication et d'approche vis-à-vis des parents, une manière de voir les choses qui est totalement différente et que malheureusement nous n'avons pas encore ici et sur laquelle, il me semble, nous devrions nous inspirer. Juste comme expérience qui existe sur les parents que les associations de jeunesse et l'éducation populaire ont mis en place, il y a les cafés débats, cafés parents, débats. Ensuite, il y a les camps en famille qui fonctionnent plutôt très bien. Donc ça, c'est financé entre autres par le contrat urbain de cohésion sociale, le contrat ville maintenant. Et donc on a des très bons retours par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'on peut mettre une multitude de dispositifs. À un moment donné, il faut quand même cibler ce qui va avoir vraiment un impact. Voilà. Il ne faudrait pas non plus faire une multitude et puis faire un copier-coller forcément de la France. Voilà. Là où c'est... Je suis entièrement d'accord, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon propos. Le tissu associatif est aujourd'hui la force qui soutient tout ce qui concerne le soutien à la parentalité. Mais après, ça dépend des associations, et je suis le premier à le voir, d'une association de parents d'élèves à une autre. Comment est-ce qu'on peut avoir une association dynamique et une autre association qui ne fait rien par manque de moyens, parce qu'elle ne sait pas comment faire tourner son association. Donc le tissu associatif, il est très bien, mais en même temps, il faut qu'il y ait des dispositifs mis en place par l'État, par le pays, pour pouvoir accueillir et avoir un vrai suivi dans les actions. Parce que d'une année à une autre, on peut avoir un président qui va être actif et l'année suivante, on a personne qui va poursuivre le travail. Alors, ce lien, oui, on le fait au travers de Café Parents aujourd'hui au niveau de la fédération. Nous essayons de démocratiser au sein de nos écoles par le biais de nos associations de parents d'élèves la mise en place de Café Parents. Mais après, je vais vous donner un exemple. Dans une école de FAA où on a des parents qui viennent de milieux extrêmement sociaux, une association de parents d'élèves a parlé du numérique. Qu'est-ce que vous voulez parler du numérique à une association, à des parents de FAA dans un quartier social? On va plutôt parler de thèmes, je ne veux pas vouloir discriminer ou avoir des propos insultants à l'égard de cette population-là, mais il faut savoir parler un langage que selon la cible de personnes que l'on a en face de soi. Donc oui, les cafés parents sont bien, l'école aux parents sont très bien, la mallette des parents est un autre dispositif extrêmement bien et constructif. Mais là encore, ça n'est pas mis en place ici en Polynésie. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Oui. Bonjour, je me présente, je suis directrice d'une association d'insertion. Je voudrais revenir un petit peu sur les propos de M. Delmas, qui dès le départ a parlé de malentendus dans l'éducation. Il me semble, pour ma part, que le premier malentendu se situe déjà au titre que vous vous donnez, le ministère de l'Éducation. L'éducation doit revenir prioritairement aux parents et l'éducation devrait s'appeler l'enseignement. Je crois que déjà, il faudrait séparer les deux choses. Ce serait peut-être une solution pour, quand des enfants sont violents à l'école, de pouvoir les diriger vers le ministère de l'Éducation avec des éducateurs et non pas des enseignants. Merci. C'était plus un message qu'une question. Alors, comme on arrive presque au terme de cet atelier, je vais donner la parole pour la dernière question. Bonjour, je suis Laurence Duverger, psychologue clinicienne en Libéral-la-Papété. Je vous remercie tout d'abord pour la qualité de toutes vos interventions, ainsi que madame, la maman, et la personne qui vient de témoigner également, parce que je partage de nombreux avis. Et je me permets juste d'évoquer mon humble contribution par rapport, de façon indirecte, à la prévention de la violence, puisque je reçois des adolescents en psychothérapie. Et il me semble vraiment important de souligner la nécessité et l'intérêt de poser des mots justes. Et je voulais aussi souligner l'importance
voilà, du mot acteur. Voilà, le sens de ce mot est vraiment fondamental. Et en effet, il me semble voilà, vraiment nécessaire d'insister sur la prise de conscience auprès des jeunes de leur rôle, puisque voilà, ils sont acteurs de leur vie, de leur réussite scolaire, de leur réussite éducative. Voilà, qu'en pensez-vous? Merci. Voilà, j'ai plein d'idées, mais le temps, il est l'heure d'aller déjeuner. Merci. Quelqu'un a envie de répondre parmi vous? Et ça serait le mot de la fin. Hein? Prenez, monsieur. Je ne sais pas si ça va être le mot de la fin, mais je pense, oui, qu'il est important de réfléchir à l'usage que nous faisons du terme acteur. Parce que c'est une prescription tellement autoritaire que ça a plus grand sens dans la plupart des cas. C'est une injonction paradoxale, un peu comme si vous disiez à quelqu'un, maintenant tu es libre, sois libre. Oui, vous voyez à quel point le fait d'être libre dans ce paradoxe-là est assez curieux. Donc c'est cette prescription d'être acteur qui me semble, avec ça, on a généralement une bonne conscience. Oui, on s'achète de la conscience en disant, soyez l'acteur de votre vie. Alors, je pense que le terme acteur n'est pas éliminé, mais c'est toutes les mauvaises intentions qu'on y met pour se débarrasser du problème qu'il conviendrait sur lesquels il conviendrait de réfléchir davantage. En criminologie, on a deux mots pour dire ces choses-là. On va différencier ce qui est l'auteur et l'acteur. En criminologie, un auteur, c'est celui qui est construit par le droit pénal. On dit, selon toute vraisemblance et concernant les éléments de trace dont on peut disposer, c'est certainement lui qui est l'auteur. Et maintenant, on va aller le questionner sur tout ce qu'on sait sur lui pour qu'il nous dise ce qu'il a à dire, pour qu'il devienne acteur de la prescription qu'on lui fait, de l'imputation qu'on lui fait d'avoir été un auteur. Il y a donc un conflit qui est en jeu. Nous ne devenons acteurs que par imputation de ce qu'un autre veut bien faire de nous. C'est ce mouvement-là qui semble intéressant à conserver. Sinon, l'acteur que l'on veut que l'autre soit n'est jamais qu'un auteur. Vous voyez, il y a tout ce travail-là à faire, il y a à expliquer tout ça. Et il me semble que dans la pédagogie de l'acteur, il y a à expliquer cela. Il y a à rendre compte de ce qu'un acteur, ce n'est pas un auteur. Et que le fait de devenir acteur, c'est le fait de devenir l'objet d'une imputation de quelqu'un d'autre. Soit, d'accord, mais pas un soi paradoxal. C'est un soi qui peut être discuté. Donc on n'est pas acteur. On n'est pas. On le devient sous une forme prescriptive parce qu'on a été l'objet d'une imputation de quelqu'un d'autre. Donc c'est toujours subjectif. Merci, monsieur Powell. Oui, je vais simplement conclure, puisqu'on est dans les délais là. Donc moi, simplement pour conclure cet atelier, cette table ronde, moi j'avais marqué la violence des jeunes est un problème préoccupant, certes, mais non intraitable. Pour éradiquer ce dysfonctionnement de la vie sociale, pour éradiquer, donc moi je dis, c'est tous les acteurs sociaux qui doivent y participer. Alors quand je dis tous les acteurs, donc je mets en priorité bien sûr les parents, les enseignants, les éducateurs, les associations, tout confondu, et aussi les enfants, les élèves. Il faut à un moment donné ne pas oublier justement les premiers concernés, c'est-à-dire les enfants et les jeunes. Donc voilà, si à un moment donné on arrive à se concerter ensemble, je pense qu'on peut éradiquer la violence. Je voudrais juste dire un mot. Et encore une fois, en tant que représentant de l'État, je rappelle qu'ici l'éducation est donc une compétence du pays, même si sur l'enseignement supérieur c'est l'État et qu'on a des accointances partagées. Je rappelle aussi quand même que la Polynésie française est en France, monsieur le directeur du PJ et monsieur le président de l'APE. Donc quand vous dites ce qui se fait en France et ce qui se fait ici, vous parliez, je le sais, de la France hexagonale. Néanmoins, tout ça pour dire que moi je réagirais simplement sur une position un peu aussi par rapport aux questions, aux dernières remarques qui ont été faites. Sous la Troisième République, le ministère de l'Éducation nationale, pour ce qui concerne la métropole, s'appelait le ministère de l'Instruction publique. N'oublions pas quand même que la première mission de l'école,
c'est d'instruire. Et que donc, je voudrais aussi parler des enseignants, parce qu'on en a très peu parlé. Si le sujet de violence à l'école a complètement glissé, je trouve, parce qu'on en a parlé à peu près pendant 15 minutes, et après on a glissé sur le rôle de l'école, des parents, etc. Moi, je voudrais quand même dire que les enseignants qui ont des classes, en particulier pour le primaire, voire après, à 29 ou 30 élèves, mettez-vous à leur place quelques secondes, où ils doivent enseigner, instruire, et en plus, on leur demande de faire de l'éducation des enfants. Alors l'éducation des enfants, évidemment, oui, il faut bien se tenir, etc. Mais il y a un moment donné, il faut aussi rappeler que les enseignants, ils ont cette première mission et qu'ils ne peuvent pas non plus, dans les contextes qu'on connaît, être les seuls à qui on a donné une compétence dont on s'est quelque part ou parfois libéré. Donc moi, je reste quand même un grand partisan de l'ouverture. C'est-à-dire que les écoles, pendant longtemps, en métropole en tout cas, ici j'en parlerai moins puisque ce n'est pas une compétence de l'État, étaient relativement des milieux assez fermés. C'est-à-dire que les acteurs pour la sécurité dont j'ai la charge aujourd'hui avaient beaucoup de mal à pénétrer dans les écoles, ça c'est une réalité. Les parents, effectivement, n'étaient pas toujours non plus reçus autrement que pour les réunions parents-prof et puis certaines interventions assez rapides. Les entreprises qui aujourd'hui sont invitées régulièrement dans les écoles, en tout cas en métropole, n'étaient pas non plus toujours forcément les bienvenus. Bref, on fonctionnait chacun, une fois de plus, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure pour la première table ronde de ce matin, dans des milieux cloisonnés, fermés. Il faut que l'école soit ouverte. Sur mon précédent poste en Charente-Maritime, j'avais la charge d'un arrondissement où je faisais des réunions avec des chefs d'entreprise dans les écoles, qui n'avaient aucun rapport, ces réunions, avec l'école. Mais ça faisait pénétrer dans l'école les milieux associatifs, les entreprises, qui découvraient qu'à l'école, contrairement aux critiques un peu faciles parfois qu'on pouvait faire à l'endroit de l'école, il s'y passait beaucoup de choses, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites par le monde enseignant et aussi par les personnels administratifs de l'école. Donc je crois qu'il faut que chacun, une fois de plus, se connaisse, sache bien ce que fait l'autre, parce que je ne suis pas persuadé, encore une fois de plus ce matin, que ni les parents, ni les entreprises, ni tous les acteurs que vous voudrez bien citer soient bien au courant de tout ce qui se fait dans l'école. Donc parfois, la critique est un peu facile. L'exercice d'essayer de comprendre l'autre l'est un peu plus, ou un peu plus difficile. Merci. Et voilà, vos propos nous montrent aussi qu'on a glissé une fois de plus de la violence vers la problématique des acteurs. C'est extrêmement difficile et il y avait très très peu de questions qui parlaient vraiment directement de la violence. Comme M. Villerbu l'a souligné, en fait c'est un sujet qu'on essaye d'éviter. Il y a une forme de déni. Voilà. Moi, je ne pense pas que c'est parce qu'on essaie d'éviter le sujet, c'est parce que les deux sujets sont hyper liés. Et qu'on parle de l'école, on parle de ce qui se passe, mais il n'y a pas que la violence qui se passe. Et si, une des choses à laquelle je réfléchissais tantôt, c'est, vous parliez de valeurs, les valeurs qui nous rattachent à l'école, c'est éventuellement les valeurs d'appartenance, les valeurs de réalisation de soi. Si on n'arrive pas à obtenir ces objectifs-là, vient ensuite la violence, mais la violence est un symptôme dans une école dont il faut parler. Et il faut parler de son fait, puis parler de son fonctionnement. Puis la violence, en plus, une des choses que je voulais dire aussi, c'est qu'on parle de la violence à l'école, mais la violence, elle n'est pas qu'à l'école, elle est périphérique à l'école aussi, tout ne se passe pas là. Chez nous, on a essayé de régler le problème en mettant des mesures de prévention situationnelle à l'école, mais qu'est-ce qui se passe? Ça se passe sur le chemin en venant de l'école, dans les autobus en allant vers l'école, et un sujet dont on n'a absolument pas parlé, mais qui change à peu près tout, c'est Internet. Et comment on est capable de passer à Internet et comment ça multiplie la distance fait que... puis on a parlé, quand je voyais le vidéo, ce qu'on voyait, c'est de la grosse violence physique, mais la violence psychologique, les suicides dont on a parlé tantôt, on n'en a pas parlé non plus. Mais tout ça, c'est rattaché à l'éducation et comment on est capable de se rattacher ou non à l'école. Donc, je pense c'est pas parce qu'on fuit le sujet de la violence, c'est parce que c'est un symptôme, mais on a parlé beaucoup de ce que devrait... Oui, exactement. Parler de cette manière-là, c'est parler en pharmacien, avec des traitements. C'est parler traitement, c'est pas aller voir le problème. Mais il faut aussi voir le traitement, c'est sûr.
C'est un conflit France-Québec.